On va commencer, si vous le voulez bien, par l'Ukraine et cette opposition des Français. 76% d'entre eux, selon un sondage CSA pour CNews Europe 1 et le JDD, qui se disent opposés à l'envoi de troupes françaises sur le sol et le front ukrainien. Faut-il les envoyer? Eh bien non, à 67%, 23% répondent oui. Et on va écouter Manuel Valls, l'ancien Premier ministre, qui à ce sujet-là était interrogé hier par les députés de la Commission de la Défense. Moi, je trouve que le président de la République, Emmanuel Macron, avec qui je peux avoir des désaccords sur d'autres sujets, mais ça ne me concerne que moi, c'est là où il n'a pas beaucoup d'importance de le dire ici, a raison, et a eu raison, alors après on peut s'interroger sur le fond, la forme, enfin ce que vous voulez, mais a eu raison quand même, dans cette déclaration qu'il a faite dans le cadre d'une réunion internationale, d'alerter l'opinion publique nationale sur ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Après, le débat est démocratique, il doit avoir lieu au sein du Parlement. Je pense que le président de la République doit davantage assumer devant les Français ce rôle d'alerte et de vigie sur les grands enjeux du moment. Voilà, le soutien de Manuel Valls à Emmanuel Macron, interrogé ce matin à l'Assemblée nationale. Il sera demain matin l'invité de la matinale et de l'interview menée par Romain Desarmes. Général Clermont, vous entendez l'ancien Premier ministre soutenir Emmanuel Macron. Le rôle d'alerte et de vigie, bien sûr. Une des raisons de la réunion de lundi, c'était remobiliser les Européens face à la situation dans laquelle se trouve l'Ukraine. Et la situation de l'Ukraine est difficile, pour plein de raisons. Que les Français soient opposés à une entrée des soldats qui participeraient à la guerre en Ukraine, c'est normal. Ça fait 2 ans qu'on leur dit qu'on n'est pas en guerre contre la Russie, qu'on ne veut absolument pas d'escalade. Par contre, on leur a dit quelque chose qui n'est pas vrai, c'est que la Russie allait s'écrouler, que l'Ukraine allait gagner, la contre-offensive allait fonctionner rapidement. Donc on découvre en réalité que c'est plus difficile. Ils découvrent également qu'on leur avait dit que l'unité des Occidentaux était garantie. C'est pas vrai. Elle ne l'est pas. Les Américains sont en train de tourner le dos à l'Ukraine, et ça, c'est vraiment une catastrophe. Donc, bien sûr, il est indispensable de remobiliser les Européens, de se prendre compte de la réalité de ce qui est en train de se produire, ou de ce qui peut se produire en Ukraine, et vraiment se mobiliser. Bon, 76%, Vincent Herouet, des Français qui disent non à l'envoi de troupes françaises. C'est évidemment, ils n'allaient pas dire l'inverse. Mais il y a quand même 25% qui se disent, bon, attention quand même, il faudra peut-être monter d'un cran dans la réponse. Je suis pas sûr qu'ils disent vraiment ça, d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'ils disent pour vous? Non, moi, je suis... D'abord, je pense pas qu'il s'agissait de remobiliser les Européens, parce que les Européens sont dans une panique générale, totale, différente selon les pays, mais tout le monde a pris pleinement conscience que la guerre en Ukraine, ce sont les Américains qui la supportaient, qui la finançaient, qui armaient pour l'essentiel, et que les Américains ayant fait défaut, étant désormais hors jeu, c'est aux Européens d'assumer le fardeau, qu'ils en sont incapables. On n'a pas les stocks, on n'a pas les capacités de production, on n'a pas les obus, on n'a pas les armes, on n'a pas l'envie, on n'a pas l'argent. Voilà. Bon, et donc ça c'est la première chose. Donc qu'est-ce qu'on fait? Sans le parapluie américain, sans le levier américain, est-ce qu'on est vraiment à la merci de l'ogre russe? Alors, ça, c'est la première question. Donc, ils sont venus à Paris pour trouver des réponses à des questions, à une question très concrète. Par exemple, l'achat d'obus. Les Tchèques voulaient acheter des obus à l'extérieur de l'Union européenne et la France était debout sur le frein en expliquant que c'était aux Européens de produire ces obus avant d'aller les chercher à l'extérieur. Et tout d'un coup, ça, c'est un veto français qui a été levé. Donc, il y a eu des choses concrètes qui sont sorties de cette réunion et qui ont été totalement occultées par... la sortie d'Emmanuel Macron sur le fait qu'on allait mettre des hommes au sol, des troupes au sol. Ce qui a été, effectivement, vous aviez raison, ça aggrave la crise franco-allemande, parce que ça a été fait, les propos du président étaient assez vexatoires vis-à-vis du chancelier Scholz. Il s'est moqué d'eux. Et l'autre a répondu à peu près sur le même ton. Donc on voit vraiment que le couple franco-allemand, c'est un mariage blanc. On l'avait vu sur le Mercosur, on l'avait vu sur des tas de sujets, mais là... Ça fonctionnait mieux avec Angela Merkel. Honnêtement, ça fonctionnait mieux avec Merkel. Oui, on peut dire ça, mais vous savez, en même temps, vous pouvez faire le procès de Merkel en estimant que s'il n'y avait pas eu Merkel, on ne serait pas mis dans les mains des Russes comme on s'y est mis avec notre suggestion, notre dépendance au gaz et à l'énergie pas chère. Bon, et puis le nucléaire, c'est Angela, et puis, etc. Il y a beaucoup de choses. Rachel, je peux revenir sur le sondage, parce que quand même, 76% des Français qui disent non, on ne veut pas envoyer de troupes, parce qu'on sait très bien, les peuples ont de la mémoire, ce que ça veut dire. Exactement, mais c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé votre édito, Laurence, sur le rappel notamment au passé,
C'est vrai que j'ai beaucoup parlé sur ce plateau par rapport à Israël de mon grand-père. Faut savoir que l'Ukraine, la Pologne, la Russie, tout ça, c'est le Yiddishland. Et c'est sur ce chaos-là, de la Seconde Guerre mondiale, que l'Europe de la paix a voulu se créer. Et effectivement, pour ne pas que l'histoire se rejoue à nouveau, je sais que les hommes sur le plateau ont tendance à parler beaucoup du matériel, des chars, des obus, etc. Je voulais juste qu'on parle des Ukrainiens, de ces hommes aujourd'hui, qui n'ont... En fait, l'Ukraine aujourd'hui n'a plus les hommes, en tout cas les jeunes hommes. Il y a des militaires qui sont vieillissants, une situation extrêmement compliquée. Et puis par ailleurs, sur notre situation interne, on nous parle beaucoup de colonisation dans certains partis. Ben là, en l'occurrence, il s'agit d'une colonisation de la Russie sur l'Ukraine. Et il est temps que, effectivement, avec les difficultés qu'on connaît en Europe, qui ont été relatées ici, que l'Europe de la défense soit réelle. Malheureusement, nous avons beaucoup de retard. Voilà. On est très loin. Les positions franco-allemandes qui s'éloignent. Je sais bien. Mais en tout cas, c'est très important que nous ayons le débat en interne. Bien sûr. Eric, rapidement. Alors, Vincent Herouet avait raison de souligner que la petite phrase du président de la République a occulté les 5 points de consensus qui ont été décidés à l'issue de cette réunion. Moi, ce qui m'interpelle beaucoup quand même, c'est que Van der Leyen dit on n'y est pas, mais il faut peut-être se préparer. Elle dit il faut se préparer une attaque. Il dit il n'y a pas de consensus, mais il faudra peut-être envoyer des troupes au sol. Bon, il s'est pris la porte dans la figure par le chancelier. Mais pardonnez-moi, avec un peu de bon sens, si on n'est pas capable de fournir des armes, des missiles, des obus à l'Ukraine, vous allez envoyer Monsieur le Président de la République, vous allez envoyer des troupes sur le sol ukrainien avec quelles armes donc ? Avec quelles armes donc, puisqu'on n'a plus de stock nous-mêmes. Bon. Donc c'est vous nous reparlez munitions. Moi j'ai trouvé votre édito absolument excellent, Laurence. Ah bah dis donc, c'est ma fête. Non mais parce que c'est une façon de voir les choses. Il est pas mal, n'est-ce pas ? Mais je vous dirais bien. Arrêtez. Les choses sont trop importantes. Moi je fais partie des couplo-sceptiques dans le cas de franco-allemand. Bien sûr qu'il y a eu des incarnations fortes, De Gaulle, Adenauer, Mitterrand, Kohl, Schmitt, Giscard, etc. Mais pardonnez-moi, on nous a souvent vendu le couple franco-allemand comme étant le moteur absolu. Mais en réalité, quand vous regardez dans le détail, et De Gaulle sans doute avait assez raison, il n'y a pas d'amis avec des intérêts quand on parle d'État-État. Mais c'est quoi le couple franco-allemand ? Parfois, moi j'ai cette métaphore, ça va vous faire rire, mais vous savez, c'est comme un tandem quand vous pédalez. Un tandem, il y a celui qui est devant et celui qui est derrière, les deux pédales, mais il n'y en a qu'un seul qui tient le guidon. Et pendant des années, pardonnez-moi, c'est les Allemands qui ont tenu le guidon, et notamment sur le nucléaire. Oui, et avec le résultat qu'on connaît. Un mot, Général Clermont ? Non. Non, j'ai un petit mot. Alors, on paie l'addition de 25 ans de démission. Voilà. 25 ans de démission du fait qu'on a considéré que la guerre était un horizon dépassé, que l'histoire n'était pas tragique. Et donc tous les investissements qu'on a fait pendant 25 ans, on ne va pas les rattraper en un an. Dividende de la paix, Laurent Qui veut la paix, prépare la guerre. Dividende de la paix, Laurent Fabius, mon général. On y revient. Oui. Philippe Guibert. Vous n'êtes pas d'accord, Hervoët, mais je sais. Allez, non, mais je prolonge sur l'Allemagne, parce que c'est eux qui sont le plus en retard par rapport à l'effort budgétaire à fournir, comme d'autres pays, l'Espagne, l'Italie, etc. Le couple franco-allemand n'existe plus depuis 30 ans, enfin depuis Mitterrand-Kohl. On a des intérêts divergents avec l'Allemagne sur à peu près tous les sujets. Vous avez cité le nucléaire. On vient de parler de l'agriculture, on en reparlera sans doute encore. Le Mercosur, les Allemands sont pour. Ils veulent vendre leur BMW. L'opposition d'intérêt est totale, puisque eux, ils veulent exporter leur industrie, et que nous, on voudrait protéger un peu notre agriculture, donc ça marche pas. Donc la réalité de l'Union européenne, c'est qu'elle ne marche plus sur le couple franco-allemand, et qu'il faut trouver d'autres solutions. Vincent, précisément sur la position par rapport à Moscou. L'histoire, évidemment, est très présente en Allemagne. Oui. Il y a une grande peur de la Russie en Allemagne. La situation vis-à-vis de l'histoire ukrainienne renvoie davantage aux prémices de la guerre de 14 qu'à la Seconde Guerre mondiale. Hein. Mais il y a la guerre froide aussi. Happé dans un engrenage, parce que franchement, très sincèrement, vous savez, quand les Ukrainiens et les Russes ont négocié, ont discuté d'un accord de paix durable, ça n'a pas duré longtemps parce que il y a eu notamment l'intervention des Britanniques qui a conseillé à Zelensky de tout envoyer valdinguer. Mais de quoi est-ce qu'on parlait ? Il y avait un accord des Ukrainiens sur la Crimée. La question du Donbass, dans les discussions qui ont pu avoir lieu depuis 2 ans, la question du Donbass était pratiquement soldée. C'est-à-dire que personne n'imagine réellement qu'après avoir bombardé pendant 10 ans le Donbass,
l'armée ukrainienne vienne demain y exercer la férule de Kiev. Ça, c'est pas vrai. Donc, on parle de choses très réalistes. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller se faire tuer. Personne n'envisage d'aller se faire trouer la peau, et que des contingents de soldats français, personne n'envisage que des contingents de soldats français, demain, une division française débarque en Crimée pour faire la guerre. Personne. Comment 38 ? Voilà. Non, mais il n'en est pas question. Il n'en a jamais été question. Mais en plus, il n'y a pas véritablement d'enjeu. La question, c'est essayer de s'asseoir à une table de négociation, de faire s'asseoir à une table de négociation russe et ukrainien, avec en perspective un accord de paix qui soit acceptable par les Ukrainiens et qui soit durable. Mais personne ne s'y attelle. Personne ne s'y attelle pour l'instant. Allez, petite pause. On y revient dans un instant. Geoffroy, je vous passerai la parole. Mais on fait la pause sur CNews et Europe 1. On écoutera après la veuve d'Alexeï Navalny. À tout de suite.